Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire le bilan de l'étude du parcours Notre monde vient d'en trouver un autre. Ce parcours, il est organisé autour d'une œuvre que nous avons étudiée en cours et cette œuvre, c'est Essai de Montaigne. C'est évidemment sur elle que je vais le plus longuement m'attarder avant d'envisager les autres textes que nous avons abordés au cours de l'étude du parcours et d'essayer d'en montrer les enjeux principaux. Que peut-on dire d'Essai de Montaigne? Eh bien, tout d'abord, qu'il s'agit d'une œuvre humaniste. Une œuvre humaniste, c'est-à-dire une œuvre relevant du mouvement humaniste, mouvement du XVIe siècle, qui va placer l'homme au cœur de la réflexion et s'interroger sur la façon dont cet homme est ou non perfectible, sur la façon dont cet homme peut prétendre au bonheur et sur la possibilité qu'est la sienne d'atteindre ce bonheur. Je rappelle qu'avant le XVIe siècle, il y a le Moyen Âge et qu'au Moyen Âge, l'homme n'est pas du tout au cœur de la réflexion. Ce qui est au cœur de la réflexion, c'est le divin, c'est la religion, et que l'homme, finalement, n'est qu'une petite chose sans intérêt ou presque. Essai, c'est également une œuvre monstrueuse. Monstrueuse dans le sens où il s'agit d'un genre nouveau qui va mêler, finalement, différents genres. Et elle va comporter, cette œuvre, des notations autobiographiques, un autoportrait qui se trace au fil des pages et des réflexions sur tout un tas de sujets, certains fort graves, notamment la découverte des Amériques, et des sujets tout à fait légers, je pense notamment à la meilleure façon de voyager ou plus loin dans les essais, dans un passage qui ne vous concernait pas, le fait de se frotter les dents avec une serviette lorsque l'on a fini de manger. Essai, c'est également une œuvre d'érudit. Il ne vous a pas échappé que l'œuvre est parsemée de nombreuses citations et références à l'Antiquité. Alors ces citations, c'est une façon bien évidemment pour Montaigne de montrer qu'il est un érudit, parce qu'au XVIe siècle, une œuvre ne vaut que si elle est une œuvre d'érudit. Mais c'est aussi parce que l'Antiquité, au XVIe siècle, est une référence obligée en matière de sagesse. Et cette référence obligée en matière de sagesse, elle vient finalement donner du crédit à ce jeu littéraire que Montaigne emploie dans Essai, jeu littéraire qui est assez nouveau puisque, je vous le rappelle, on ne dit pas je dans une œuvre littéraire au XVIe siècle, sauf si l'on est un grand voyageur et que le je a alors valeur de témoignage, ou bien si l'on est Saint-Augustin et que le je se fait exemple d'une conversion, d'une rencontre avec le divin, mais vous voyez que ce jeu-là est assez particulier puisque c'est un jeu qui va finalement s'effacer derrière un motif religieux. Le jeu de Montaigne ne s'efface pas, bien au contraire, il s'affirme tout au long de l'œuvre et on pourrait lui reprocher évidemment un manque d'humilité. Le fait de se référer à l'Antiquité, c'est aussi une façon de faire preuve d'humilité ou en tout cas d'affirmer une humilité puisque il ne fait finalement, Montaigne, que redire ce que d'autres ont dit avant lui. Essai, c'est aussi une œuvre qui est faite de nombreuses digressions. Vous l'avez tous vu puisque c'est une des choses qui rend la lecture un peu difficile au début. Ces digressions, elles ont deux buts, deux finalités. Tout d'abord, elles sont un gage de naturel. Et évidemment, Montaigne, parce qu'il est écrivain, entend séduire. Il s'agit de séduire son lecteur. Ce naturel, c'est l'esthétique qui plaît au XVIe siècle. Et ensuite, elles sont également, ces digressions, gages de véracité. Puisque, en faisant des digressions, Montaigne feint une écriture qui se ferait au fil de la plume, sans avoir été vraiment travaillée, sans avoir été pensée. Et vous savez déjà que ce n'est évidemment qu'une feinte, puisque Montaigne n'aura de cesse tout au long des 20 dernières années de sa vie de réécrire les essais. Donc il n'y a pas d'écriture au fil de la plume, mais une écriture qui feint de se faire au fil de la plume. Essai, c'est évidemment une œuvre qui est empreinte de comique. Il y a, nous l'avions vu, deux types de comiques. Tout d'abord un comique très fin, et je vous rappelle cette citation que nous avions travaillé ensemble, les pointes élevées de la philosophie sur lesquelles aucun être humain ne peut s'asseoir. Il s'agit pour Montaigne d'offrir à son lecteur un comique fin, c'est-à-dire un comique qui demande réflexion et qui provoque un sourire un peu entendu, un peu complice avec l'auteur. Et puis il y a aussi dans Essai un comique tout à fait potache, et je vous rappelle cette citation qui est extraordinaire.
au plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul. Et là, le mot cul, vous le comprenez bien, vient introduire de la familiarité de façon à effectivement créer une connivence, une complicité un petit peu potache, sans grand raffinement avec le lecteur. Ces emplois du comique ont évidemment pour but de séduire son lecteur, de lui plaire, mais il utilise également Montaigne ce comique parce que le comique est une arme. Et le comique est une arme d'autant plus puissante qu'elle se sert de la force de l'adversaire. C'est-à-dire qu'avec le comique, vous n'avez pas besoin d'expliquer les choses, c'est finalement celui qui rit à votre plaisanterie qui construit tout seul le raisonnement. Dernière chose que l'on peut dire d'Essai, c'est que c'est une œuvre sceptique. Montaigne utilise le doute comme un outil qui va servir la pensée, qui va permettre à la pensée de se développer de façon rigoureuse et de façon approfondie. C'est une œuvre qui doute. Montaigne dit et montre à chaque instant qu'il doute, qu'il n'a pas de vérité en quelque matière que ce soit. Et c'est une œuvre également qui va enjoindre le lecteur à douter, puisque Montaigne, en permanence, utilise des retournements, affirmant une chose puis son contraire. Il place donc le lecteur en position de douter à son tour. Voilà pour ce que nous pourrions dire si nous devions résumer en quelques grands traits Essai de Montaigne. Le parcours Notre monde vient d'en trouver un autre, dans la façon dont nous l'avons envisagé, s'appuyait évidemment sur Essai de Montaigne, mais s'appuyait également sur deux courts extraits, l'un du Voyage autour du monde de Bougainville, l'autre du Supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Et enfin, vous avez lu en lecture cursive Lettres persanes de Montesquieu que nous avons rattaché à ce parcours. Ces extraits ont tous en commun de présenter des sauvages, des barbares. Et vous voyez qu'évidemment, j'utilise des guillemets. La découverte d'un nouveau monde dans chacune de ces œuvres, c'est un bouleversement qui va obliger à tout repenser. C'est particulièrement vrai, évidemment, bien sûr, pour l'œuvre de Montaigne qui vit la période de découverte du Nouveau Monde. C'est également vrai pour les autres qui envisagent la découverte des Amériques pour Bougainville et Diderot à quelques siècles de décalage, et c'est relativement vrai pour Lettres persanes de Montesquieu, qui est une fiction, qui est une manipulation, un jeu littéraire. Dans les trois œuvres consacrées à la découverte des Amériques, donc Montaigne, Bougainville, Diderot, il y a systématiquement une tentative d'objectivité des auteurs. Mais on note que cette objectivité, elle est difficile. Bougainville témoigne de cette difficulté quand il évoque le fait qu'il a pensé, en voyant des sculptures religieuses, que ces sculptures étaient des idoles, c'est-à-dire des statues adorées pour elles-mêmes et non pas pour le Dieu qu'elles représentent. Bougainville n'aurait jamais eu le sentiment qu'une statue était une idole s'il était entré dans une église. Ce qui veut dire que lorsqu'il témoigne de cette première pensée qui a été la sienne, voilà donc des idoles, et qu'il rétablit la vérité en disant « nous avons cru que c'était des idoles », sous-entendant « ce n'était pas des idoles », il témoigne de la difficulté qu'a celui qui découvre une civilisation nouvelle à ne pas la juger à l'aune de ses propres cultures, références et croyances. Quant à Montaigne, qui va bien se garder de toute subjectivité affirmée, il va pourtant développer au fur et à mesure d'essais ce que l'on appelle aujourd'hui le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire une image de ces Indiens d'Amérique que l'on a rencontrés, une image élogieuse, une image déformée, une image presque rêvée ou idéalisée. L'Amérindien serait celui qui aurait finalement gardé le plus la pureté originelle des hommes. Vous comprenez deux choses, vous comprenez que ce mythe du bon sauvage est évidemment alimenté par la pensée religieuse de l'époque, et vous comprenez également que penser du bien d'une civilisation parce qu'on l'idéalise, c'est encore une fois faire preuve de subjectivité. Dans toutes ces œuvres, la rencontre avec l'autre, c'est l'occasion d'observer l'autre et sa façon de vivre, bien sûr, mais c'est surtout l'occasion d'un regard que l'on porte tout d'abord sur son propre monde, c'est-à-dire concrètement d'une critique de la société occidentale, et également d'une réflexion plus large sur l'humanité que l'on tente de définir en comprenant ce qui regroupe, ce qui réunit des civilisations, des cultures très différentes.
Et vous retrouvez cela de façon très évidente chez Diderot, chez Montaigne et chez Montesquieu. Vous ne le retrouvez pas ou moins chez Bougainville pour une raison évidente, c'est que Bougainville n'est pas un philosophe. Enfin, chez Montesquieu, il faut quand même remarquer, souligner que la démarche est inversée puisque Montesquieu, en fait, va transformer une tradition littéraire qui existe, celle de la rencontre avec les Amérindiens, pour faire venir des Perses en Europe, et le sauvage, finalement, dans l'être persane, c'est l'Européen, que vient observer un Perse que l'Européen du XVIIIe considère bien évidemment comme un barbare. Si toutes ces œuvres ont en commun d'aborder des civilisations qui vont être considérées d'une façon ou d'une autre comme des sauvages, des barbares, en tout cas des gens fort différents, elles ont également des esthétiques, des projets très différents. Bougainville est tout à fait à part puisqu'il s'agit d'un explorateur. Bougainville, sa volonté première, c'est d'informer. Le jeu s'impose parce que Bougainville a une parole d'expert. Il est un explorateur, il a visité ce nouveau monde et donc son jeu est un jeu légitime. Et l'explorateur, par son métier, est celui qui explore bien sûr, mais aussi celui qui doit témoigner lorsqu'il rentre de ce qu'il a vu. Diderot, Montaigne et Montesquieu sont des philosophes, ce ne sont pas des explorateurs. Cela veut dire que leur volonté première, c'est une volonté réflexive. Au moment de la découverte du Nouveau Monde pour Montaigne, 2 siècles plus tard pour Diderot, et une volonté réflexive qui est sans lien avec la découverte du Nouveau Monde de Montesquieu, dont je répète qu'il s'inscrit dans l'héritage des textes des grands voyageurs auxquels il emprunte pour créer un ouvrage à la fois drôle et à la fois extrêmement profond dans la réflexion qu'il provoque. Diderot, Montaigne et Montesquieu vont avoir la volonté de profiter d'un élément contextuel, c'est-à-dire la rencontre d'une civilisation différente, pour établir des questionnements philosophiques, voire même pour proposer des lignes de conduite à tenir. Et chacun de ces textes va aboutir finalement à la même idée, l'idée que les connaissances, la culture, l'érudition ne sont rien, ne valent rien, sans une morale et une éthique forte. Voilà en quelques minutes, et de façon évidemment fort grossière, les idées principales, les enjeux principaux que je vous demande de retenir quant à ce parcours dont nous achevons l'étude, parcours qui se nomme Notre monde vient d'en trouver un autre. Vous avez donc tout en main désormais pour organiser vos révisions. Je vous rappelle que je vous demande de rédiger une rapide synthèse de cette petite vidéo et de la déposer dans les commentaires de l'article du blog que vous avez consulté ce matin. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.